Santé Assure en direct sur la radio web Djelin, disponible sur le www.djelin.info. Votre émission Santé Assure qui fera le tour ou les tours de la médecine dans sa généralité. Et nous allons prendre également des spécialistes qui viendront ici vous parler donc de tous ces maux dont vous souffrez par moment ou tout le temps que vous êtes chez vous. Merci en tout cas de nous choisir et de rester sur la web radio. Moi c'est Joanita Damoutri. Bienvenue dans Santé Assure. Nous avons comme invité de ce jour le docteur Koubia qui va bien évidemment se présenter tout à l'heure. Docteur, bonjour, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être en studio avec nous. Merci. Alors, auditeurs, vous aurez l'opportunité dans les émissions à venir, bien sûr, de partager avec nous ce que vous ressentez chez vous. Mais pour l'instant, prêtez-nous forte oreille. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je reviens à vous, docteur, une fois encore. Bonjour, merci d'être en studio. Vous êtes généraliste. Parlez-nous un peu de vous d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Bien. Merci pour cette occasion que vous nous accordez encore ce soir pour pouvoir débattre d'un sujet de santé qui intéresse les auditeurs et les téléspectateurs. Je suis le docteur Edgar Koubia, responsable médical de la clinique médicale Perpétuelle Santé, qui est située au niveau de l'école primaire de Sauvier-P, dans l'enceinte de l'ancien CMS Maman Kekeli. Voilà, tout est dit, la pub elle est passée. Je m'excuse. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Le thème choisi pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, et puis vous là qui nous regardez sur la web télé, c'est l'automédication et ses conséquences. C'est le thème que nous avons retenu. On va commencer par une petite définition, docteur, de ce que c'est que l'automédication. Qu'est-ce que c'est l'automédication, docteur Koubia? Bien, merci pour le thème même choisi, parce que le thème en dit long. L'automédication, permettez-moi de donner une définition peut-être un peu sommaire, mais dans cette définition, nous allons faire une petite classification de l'automédication en fonction du pays dans lequel nous nous retrouvons. L'automédication, d'abord, c'est le fait d'aller prendre des médicaments sans avis médical. C'est-à-dire, vous vous rendez à la pharmacie, vous achetez un produit? Non, justement. Soyons prudents. C'est pas se rendre à la pharmacie qui fait partie, celle qui fait l'automédication. L'automédication, c'est le fait de prendre un médicament sans avis médical. On s'en fout de la source, de la provenance. Que le médicament vienne de la pharmacie, que ça vienne de la rue ou de choses. Même une ordonnance qui vous a été établie de par le passé, quand vous reprenez le même médicament parce que vous croyez avoir les mêmes signes, sans avis d'un médecin ou d'un praticien, et vous êtes en train de faire de l'automédication. Donc voilà un peu, si on va donc être très simple dans la définition, c'est prendre un médicament sans avis d'un praticien. On appelle donc l'automédication. L'automédication, certainement que cela a des risques, puisque le thème que nous avons choisi, c'est l'automédication et ses conséquences. Ouais. Quels sont les risques donc, liés à cette automédication que vous venez de définir? Bien, si vous permettez, je pense qu'il faut d'abord que nous comprenions, parce que dans la définition de l'automédication, vous avez eu une réaction qui m'a semblé normale. C'est me demander, par exemple, donc on se rend à la pharmacie pour prendre un médicament. Est-ce que ça fait partie de l'automédication? Oui. Étant donné que nous sommes en Afrique, et précisément au Togo, on peut classer l'automédication. Ça permettra peut-être à nos auditeurs de mieux nous suivre. Certains peuvent se dire qu'ils ne sont pas en train de faire de l'automédication, mais en réalité, il faut qu'ils comprennent là où se trouve le danger. Je prends ce qu'on appelle l'automédication profane. L'automédication profane, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, bien un illettré, vous m'excusez le terme, ou quelqu'un qui ne maîtrise rien de la médecine, qui ne maîtrise même pas le cahier, si on peut le dire ainsi, donc quelqu'un qui n'a pas de culture, notion, non, en fait. Pas de notion, je ne parle pas de notion médicale, c'est quelqu'un qui n'a pas, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fréquenté, donc un illettré, qui se lève à la maison et puis qui trouve un médicament et parce que la personne a mal à la tête, donc la personne prend son médicament. C'est ce qu'on va appeler l'automédication profane. C'est moi qui l'ai défini comme ça. Ce n'est pas une définition du dictionnaire Robert, non. C'est moi qui l'ai défini comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'automédication du semi-lettré. Quelqu'un qui est arrivé en classe de CE2 ou bien qui a eu son BPC, qui a déjà fait les cours d'SVT en classe et qui croit donc maîtriser la biologie et croit qu'il peut s'auto-médiquer, ou c'est-à-dire se prescrire des traitements soi-même. Donc, on va parler aussi donc, de ça, ce serait une automédication semi-lettrée. C'est la deuxième catégorie. Il y a une autre automédication, c'est l'automédication des personnes cultivées.
Ce sont des gens qui ont fréquenté, qui ont des grands diplômes. Quelqu'un qui a eu par exemple son doctorat en biologie, quelqu'un qui a eu son doctorat en mathématiques ou bien un ingénieur et tout. Donc ce sont des gens qui sont lettrés et qui s'appuient sur la notice des médicaments pour prescrire à eux-mêmes ou aux voisins les médicaments à prendre. Ça devient intéressant. Ça devient très intéressant. Et maintenant, il y a également l'automédication des patients récalcitrants, des patients têtus. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous fait une ordonnance. Peut-être que vous êtes venu aujourd'hui pour des maux de tête. Et on vous a fait une ordonnance. Après avoir guéri votre mal, quelques jours plus tard, peut-être c'est la cousine qui commence par avoir des maux de tête, les mêmes mots, et puis vous lui dites, ah non, prenez ça, parce que ce médecin m'avait prescrit tel médicament, ça avait bien marché. Ça, on le fait souvent, hein? Tout le monde presque le fait, parce que quand j'ai eu ce mal de dents, c'est tel produit que Dr Koubia m'a prescrit à leur moment, tu peux également l'utiliser. Voilà, alors que ce n'est pas les mêmes causes. Vous pouvez avoir les mêmes symptômes sans avoir les mêmes causes. Donc, dans ces conditions, il faut l'avis d'un praticien, il faut l'avis d'un médecin, d'un infirmier, d'un assistant médical, du moins d'un praticien médical pour qu'on puisse vous donner le conseil avant que vous ne commenciez. Ça veut dire que parmi les catégories, les 4 catégories citées, il n'y a aucune qui doit se permettre de faire de l'automédication. Dans tous les cas, ce n'est même pas qu'il y a à se permettre ou à ne pas se permettre, c'est que l'automédication est à proscrire systématiquement et catégoriquement. On ne doit pas prendre des médicaments sans avis médical, même si l'ordonnance a été précédemment prescrite par un médecin. Il faut retourner forcément. Si vous n'allez pas retourner, non. Aujourd'hui, la technologie nous a permis de contacter nos médecins, nos infirmiers, des amis qui sont dans le domaine médical sans forcément aller à la consultation. Vous pouvez, parce que la consultation peut se faire aussi par téléphone. Aujourd'hui, on a le WhatsApp, on a tout. Si vous voulez prendre un médicament parce qu'on vous l'a prescrit avant ou bien quelqu'un vous l'a conseillé, il suffit tout simplement d'envoyer un petit texto à un médecin. Bon, docteur, j'ai tel problème, j'ai tel médicament, est-ce que je peux le prendre? S'il vous dit, prenez-le, en attendant de venir me voir, il peut faire chose. Ou bien il peut vous poser certaines questions. Vous avez mal à la tête, mais il vous pose 2 ou 3 questions. Ça va disqualifier certains produits que vous croyez pouvoir vous satisfaire. Oui. Donc, c'est tellement important de prendre d'abord l'avis d'un praticien avant de se lancer. Quel risque courent donc ceux-là qui s'exposent à cette automédication? Si on doit commencer les risques, je pense qu'on ne va pas finir cette émission aujourd'hui. Nous allons juste citer quelques-uns de ces risques-là. D'abord, il y a le premier risque, ce sont les risques d'intoxication. Là aussi, peut-être pour mieux comprendre, il faudrait qu'on explique certaines choses. La provenance et la source des médicaments que nous utilisons. Est-ce que ce sont des médicaments que nous avons pris à la pharmacie pour faire notre automédication? Est-ce que ce sont des médicaments que nous avons pris au bord de la route pour faire l'automédication? Est-ce que ce sont des infusions qu'on nous a conseillées? Donc, l'automédication a plusieurs dimensions et si on veut vraiment la cerner, ce serait très vaste. Cependant, on peut se dire, lorsqu'on se permet de prendre des médicaments sans avis médical, on s'expose à beaucoup de risques et beaucoup de problèmes. Premièrement, on peut faire une intoxication. Donc, le médicament est d'abord un poison. Vous avez peut-être mal à la tête et vous voulez prendre le paracétamol. Ce que tout le monde prend. Tout le monde fait. Mais peut-être que vos maux de tête sont causés par le fait que la veille, vous avez été invité à une fête qui a été bien arrosée, que vous avez pris suffisamment d'alcool. Vous êtes en train de faire ce qu'on va appeler une cytolyse hépatique. Si vous êtes, c'est-à-dire vous avez pris trop d'alcool et que vous êtes en train de faire une intoxication à l'alcool, vous pouvez avoir mal à la tête et ce n'est pas le paracétamol qu'il faut prendre dans ce cas. Il faut éviter, le médicament qu'il faut éviter le plus, c'est le paracétamol. Oh là là. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons. La première réaction que les gens font, c'est le paracétamol qu'ils prennent. Donc, il suffit de demander l'avis d'un praticien. On vous demande, est-ce que hier vous avez dormi? Est-ce que vous avez pris de l'alcool? Et ça permet au moins, en 2 questions, en 1 minute, une fraction de minute, on peut se rendre compte, voir un peu les contours de votre mal de tête. Peut-être que vous n'avez pas dormi et vous avez mal à la tête. Exactement. Vous pouvez prendre autant de paracétamol, ça ne va pas passer. Peut-être que vous avez mal aux yeux et c'est des problèmes d'yeux qui entraînent des maux de tête. Vous allez prendre votre paracétamol, ça ne va pas s'aider parce que le mal est toujours là. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un avis. Donc première raison, c'est que vous pouvez vous intoxiquer sans le savoir. La deuxième raison, c'est que vous pouvez entraîner des complications sur des tableaux qui étaient au départ simples. Vous avez peut-être mal à la tête parce que vous n'avez pas dormi. Il suffit qu'on vous prescrive le sommeil. Point.
vous dormez, vos maux de tête vont disparaître. Mais quand vous allez commencer par prendre des médicaments, surtout quand c'est au bord de la route par exemple, ce sont des médicaments qui ne sont pas, dont le principe actif n'est pas bien maîtrisé par les revendeuses de médicaments. On va vous prescrire peut-être des anti-inflammatoires. Je vais donner certains noms ici parce qu'il y a par exemple certains qui vont vous servir FPAC. Ce sont des choses comme ça qu'on nous amène à la clinique. On vient vous voir, on vous dit, ah, docteur, j'ai pris tel médicament hier. Qu'est-ce que tu as pris? On te dit, j'ai pris FPAC, j'ai pris... FPAC, c'est un médicament? C'est un médicament, c'est à base de l'aspirine. C'est de l'acide acétylsalicylique. Mais les gens ne savent pas que c'est de l'aspirine. Et les gens ne savent pas les conséquences et les problèmes que l'aspirine entraîne. Les gens peuvent prendre un anti-inflammatoire. Et le pire, c'est qu'on peut vous servir 3 médicaments. On vous dit... Dans le vernaculaire, tu seras guéri, rétabli. Et quand on te sélectionne ces médicaments, tu vas te retrouver avec le même principe actif dans les 3 médicaments, avec des dosages différents. Et quand vous prenez tout, alors qu'il y a des doses qu'il ne faut pas dépasser par jour. Et surtout lorsqu'on prend par exemple des anti-inflammatoires, je vais prendre genre le diclofenac, le nifluril, l'ibuprofène par exemple, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces médicaments peuvent entraîner des complications d'ulcères. Quelqu'un va te dire j'ai mal au dos, j'ai mal à la hanche, j'ai mal à la dent. Et puis, puisque quelqu'un a eu déjà mal à la dent et qu'on lui a déjà conseillé un anti-inflammatoire et que ça a marché, ça ne veut pas dire que ça va marcher avec toi. Si tu es ulcéreux, on ne doit pas utiliser par exemple l'anti-inflammatoire non stéroïdien, sauf si on l'associe avec un inhibiteur de la pompe à proton. Dans ces conditions, vous risquez donc de créer un autre problème en voulant traiter un tout petit problème qui normalement en consultation devait être réglé de manière la plus simple possible. Docteur, je vous interromps pas, il y a également ce truc des antibiotiques qui sont en code. On n'y est même pas encore, parce qu'on va y arriver, là, on peut avoir même une péritonite, c'est-à-dire une perforation intestinale, tout simplement parce qu'on a pris de l'aspirine ou bien on a pris du diclofenac. C'est réversible cette intoxication? Non, cette perforation, non. Lorsque vous perforez votre intestin, on doit vous opérer. Et si on ne vous opère pas dans les 6 heures qui suivent, c'est la mort qui vous attend. Là, ça devient grave. Ça devient grave. Donc, c'est dans ces conditions que vous allez développer ce qu'on appelle une péritonite. Et une péritonite par perforation, qu'on appelle intestinale. Et dans ces conditions, il faut opérer en urgence. Tu n'avais pas de 500 francs ou 300 francs pour aller en consultation et tu vas chercher plus de 500 000 francs pour qu'on puisse t'opérer et te sauver la vie. Donc, vous voyez ce type de complications et de risques que nous courons à chaque fois que nous mettons des médicaments dans la bouche sans l'avis du médecin. C'est assez grave. C'est vraiment grave. Et même, il y a des cas, quand nous prenons par exemple des cas de salmonellose, quand nous prenons le cas de fièvre typhoïde, les gens vont se permettre de prendre certains médicaments et de la rue surtout. L'origine, c'est ce que je voulais dire, l'origine même de ces médicaments font parfois que le dosage n'est pas adapté. Vous allez voir 1000 mg d'un principe actif, mais peut-être à l'intérieur il n'y a que 500 mg. Et lorsque vous le prenez, non seulement vous n'allez pas vous soigner, mais vous allez permettre à la maladie de s'aggraver. La maladie prend le temps de s'aggraver et va se développer de telle sorte que vous allez déboucher sur des complications pas possibles. Quand on prend la fièvre typhoïde, on peut arriver aussi à ce qu'on appelle les perforations typhiques. Donc votre intestin va se perforer partout à cause des salmonelles. Et donc ça aussi, ça nécessite donc une intervention. Il faut t'opérer d'abord, sinon tu vas mourir d'une péritonite. Et donc ce sont des choses comme ça. On peut également... Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se réveiller du matin jusqu'au soir sans prendre un comprimé, sans rien prendre. Ça dépend. Si ce que ces gens-là prennent sont des médicaments prescrits, quand je prends le cas par exemple de l'hypertension artérielle, quelqu'un qui est hypertendu et à qui on a prescrit un anti-hypertenseur, tous les jours cette personne doit prendre son médicament. Donc, ça ne l'expose pas à ce risque-là. Le médecin qui a prescrit l'anti-hypertenseur connaît les contours de son médicament et il va donner des signes précurseurs des complications. Quand tu ressens ça en prenant ton médicament, n'oublie pas ou bien n'hésite pas de m'appeler ou bien reviens, on va te voir. Donc il y a tous ces consignes-là qu'on donne autour. Mais docteur, c'est sans compter également que parfois on vient vers vous à l'hôpital, c'est vous qui nous prescrivez des médicaments, mais il y a ces médicaments-là qui ont des... comment est-ce qu'on les appelle? Des effets secondaires. Par exemple, je prends l'exemple tout simple de l'aspirine. Quand je prends l'aspirine, moi, ça me déclenche les ulcères ou ça va déclencher peut-être des éruptions cutanées, je ne sais pas quoi. Il y a d'autres médicaments également que vous, médecins, prescrivez, mais qui développent d'autres choses, n'est-ce pas? Bien. Madame, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Lorsque vous prenez des médicaments, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut toujours l'avis d'un médecin avant d'avaler un médicament.
Parce que tout médicament a son bon côté, c'est ce qu'on va appeler l'effet désiré, et ça a son mauvais côté, c'est-à-dire le revers de la médaille qu'on va appeler les effets secondaires. Et lorsque vous prenez, lorsqu'un médecin vous prescrit un médicament, c'est que le médecin connaît les effets attendus. Les effets attendus ne sont pas forcément les bons effets. Le médecin sait que ça va régler mon problème, mais le médecin sait en même temps que derrière le problème qu'il va régler, il va te poser quelques soucis. Parce que quel que soit le médicament que tu prends, il y a toujours les effets secondaires. Il y a toujours ce qu'on appelle, c'est-à-dire les contre-indications, il y a ce qu'on appelle les contre-indications relatives aux choses, il y a les précautions d'emploi. Mais si c'est le médecin qui te le prescrit, c'est qu'il maîtrise tous ces contours-là avant de te le prescrire, avant la prescription. Et quand tu le prends, quand il te met par exemple l'aspirine et que tu es parti juste pour des maux de dents, on te prescrit ton aspirine ou bien ton diclofénac et arrivé à la maison, tu l'appelles pour lui dire ah, mais j'ai mal à la, j'ai mal au ventre. Il te dit rapidement, attends, dans le lot que je t'ai mis, est-ce que j'ai mis du diclofénac ou bien de l'aspirine? Si tu dis oui, il te dit non, non, arrête et reviens me voir, on va faire ci, on va faire ça. Là, il sait à quoi s'attendre quand il met ce type de médicament. Mais quand vous le prenez à la maison, peut-être quelqu'un a mal au ventre, il ne sait pas ce qui cause la douleur de ventre et il prend un anti-inflammatoire par exemple, puisque c'est contre la douleur. Quelqu'un te dit quand tu as mal, prends tel médicament, ou bien même sur la boîte, même à l'hôpital, même dans les centres de santé, on nous dit parfois ce médicament peut également de soigner le mal de ventre. Le mal de ventre, voilà. Mais c'est ce qui pousse parfois certains à s'aventurer. Effectivement, quand on vous le dit, lorsqu'on vous dit par exemple que tel médicament peut soigner telle chose, n'oubliez pas. Tout médicament est fabriqué sur un principe donné. C'est un mécanisme, on réunit des mécanismes d'action pour élaborer un médicament. Lorsque tu as mal à la tête, où est-ce qu'on va agir? Il y a plusieurs niveaux. Ça dépend donc de la cause. Et lorsqu'on te dit, ce médicament soigne les maux de tête, ça peut être vrai, parce que ça soigne un mécanisme de mal de tête. Mais lorsqu'il y a un autre mécanisme qui provoque ce mal de tête, si ce médicament ne prend pas en charge l'autre mécanisme, tu vas le prendre, tes maux de tête, ça ne vont pas passer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est pour ça toujours qu'il faut avoir l'avis d'un praticien. Vous lui décrivez un peu ce qui se passe. Il y a quelques questions. Il faut également dire, quand je me lève le matin, que je vais être au boulot à 8 heures, mais que je me suis réveillée avec un mal de ventre par exemple. Je sais qu'en prenant, je me dis que c'est de l'ulcérin et je prends banalement les pansements gastriques. Ces pansements gastriques pour soigner par exemple ce mal et pouvoir me rendre au boulot. Ça c'est des gestes qu'on a tout le temps parce qu'on a l'habitude de le faire, ça marche également et on le refait. Je me dis que ces gestes-là ne peuvent pas être nocifs ou dangereux pour notre santé. Ça peut être nocif. Comme je viens de vous le dire tout de suite, vous avez pris un exemple palpable, un exemple typique. Vous êtes en train de craindre par exemple un ulcère. Vous prenez un médicament pour calmer votre ulcère. Si ça a été prescrit par un médecin avec des règles de conduite et que vous le reprenez après avoir eu les mêmes symptômes, les mêmes signes et que vous le prenez, l'intention sera donc de le calmer, mais vous devez appeler votre médecin. Après. Systématiquement, parfois même avant de le prendre. L'idéal serait de l'appeler même avant de le prendre, mais quand vous l'avez déjà pris, mais si vous êtes en pleine crise, que vous souffrez, il faut quand même pouvoir se soulager en tant soit peu. Attendez, madame, c'est une histoire de choix de vie. Soit vous voulez guérir, soit vous voulez mourir. C'est pas parce que vous allez perdre 30 secondes à appeler un médecin pour lui dire ce que vous avez. Et pire encore, vous avez le médicament déjà sur place. Qu'est-ce que ça vous coûte d'envoyer un petit test ou bien d'appeler le médecin pour s'assurer, pour avoir son avis, pour s'assurer d'abord. Vous allez poser un acte qui peut vous coûter toute une vie. Vous allez mourir, laisser vos enfants, laisser vos familles, la belle vie que vous êtes en train de vivre, l'argent que vous êtes en train d'emmagasiner, vous allez tout laisser. Tout simplement parce que vous n'avez pas eu la clairvoyance d'appeler votre médecin pour 15 secondes de discussion pour qu'on puisse vous situer. Vous voyez un peu, c'est assez délicat. C'est assez délicat. Donc, ces complications, on a donc ces risques-là qu'on prend lorsque nous prêtons au jeu de l'automédication. Donc, est-ce que vous essayez de nous dire qu'il n'y a aucun moment où on peut se prêter à ce jeu de l'automédication? On ne doit pas. Si nous prenons l'exemple des enfants, par exemple, en pleine nuit, un enfant qui fait une fièvre au-delà de 39, on attend d'avoir l'avis du médecin. Dans ces conditions, ce n'est plus de l'automédication. Parce que là, c'est que l'enfant, lorsqu'on prend par exemple le cas de la fièvre est un autre cas. C'est ce qu'on appelle, les médicaments là, vous seront appelés les antipyrétiques. Et surtout chez l'enfant, tu as pris exactement le cas de la fièvre. Le cas de la fièvre est un peu plus complexe. Le cas de la fièvre, il ne faut pas laisser la fièvre traîner chez un enfant. Surtout une température qui est au-delà de 39 degrés ne doit pas traîner chez l'enfant.
dans ces conditions, même dans ces conditions, tu dois appeler ton médecin cette nuit-là. Le médecin est formé pour ça. Le médecin sait que tant qu'il est médecin, qu'il a prêté son serment de soigner, de sauver des gens, on peut l'appeler à minuit, on s'en fout de ce qu'il est en train de faire, il doit répondre. Si vous l'appelez, il ne répond pas, vous calmez la fièvre, mais vous rappelez, vous continuez toujours par appeler votre médecin jusqu'au matin pour avoir son avis. Parce qu'une fièvre chez un enfant peut signifier beaucoup de choses. Mais il y a les conséquences immédiates de la fièvre qu'il faut éviter en donnant par exemple les antipyrétiques, genre le paracétamol en sirop, on peut donner de l'ibuprofène en sirop chez l'enfant, mais n'oubliez pas, en donnant ces médicaments, c'est que nous sommes en train d'agresser également, c'est-à-dire le tube digestif de l'enfant surtout. Et donc il faut toujours avoir l'avis du médecin. C'est très important d'appeler toujours son médecin pour avoir un avis. C'est d'ailleurs même l'une des raisons pour lesquelles normalement chaque famille devrait avoir son médecin de famille. Même si ce n'est pas un docteur en médecine, que ce soit un infirmier, un assistant médical, quelqu'un quand même qui est du corps médical, qui a la notion de ces choses-là et que vous pouvez appeler à tout moment. Donc c'est l'idéal en réalité. Si nous arrivons là, un jour, je pense que nos pays vont commencer par se développer. Voilà. Est-ce qu'une prescription d'un médecin peut amener à l'automédication? Une prescription d'un médecin, oui. Une prescription d'un médecin peut amener à l'automédication. C'est-à-dire, aujourd'hui vous êtes venu avec une fièvre, des courbatures, vous vomissez avec la nausée, et puis le médecin pose son diagnostic de paludisme simple. Il vous prescrit une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine, c'est-à-dire le médicament qu'il faut pour traiter le paludisme. Si demain tu ressens les mêmes choses, tu vas courir prendre tes CTA. C'est parce que tu as ressenti ça et que tu croyais que c'était bon. Le médecin a posé le diagnostic de paludisme et que tu as les mêmes signes qui s'annoncent encore, ça peut pousser le patient à aller prendre les mêmes médicaments. Malheureusement, si nous sommes dans le cas d'une femme, il faut faire attention. Une femme qui développe les signes de paludisme et à qui on a prescrit par exemple les CTA dont on a parlé, c'est-à-dire des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, lorsque la femme va redévelopper les mêmes symptômes, ça ne veut pas dire forcément que c'est le paludisme, ça peut être une grossesse. Et pire, si c'est une grossesse, en début, on ne donne pas ces combinaisons thérapeutiques, mais comme vous n'avez pas vu un médecin, vous n'avez pas vu un personnel soignant, la dame va courir pour prendre ces médicaments, alors que ces médicaments sont contre-indiqués au premier trimestre de la grossesse. Et c'est au début de la grossesse qu'on a ce type de problème. Là, ça devient intéressant parce que presque toutes les femmes enceintes ont ce petit problème-là en début de grossesse. Elles ont toujours ces petits problèmes en début de grossesse. Et chacun court tout de suite pour se faire traiter du paludisme. Merci. Et surtout nos jeunes sœurs qui sont à l'école, elles disent tout le temps non, c'est le palud, c'est le palud, c'est le palud, c'est 9 mois plus tard qu'on se rencontre. J'aimerais quand même qu'on s'apesantisse un peu sur ce sujet parce que vous voyez. La jeune fille aujourd'hui déjà à 15-16 ans qui tombe enceinte, elle a d'abord peur d'aller dans un centre de santé au risque d'être, je ne sais pas moi, doigtée, traitée de je ne sais pas quoi. Et elles sont laissées à elles-mêmes dans la nature, elles prennent conseil chez tout le monde. Ah tata, j'ai eu ci, j'ai eu ça, est-ce que je peux prendre ci? Et voilà, elles sont versées dans l'automédication. Vous avez pris une tranche d'âge donnée en indexant nos adolescentes. Oui. Moi, je prends les femmes en... Je dis que les adultes sont plus responsables. Non, je prends les femmes en général. Il n'est pas, je dis toujours, lorsque je fais mes présentations, mes conférences, je dis toujours aux gens, il est très difficile de se promener avec la preuve d'avoir couché avec un homme. La grossesse, c'est l'une des preuves d'avoir couché avec un homme. La seule personne qui est tombée enceinte sans avoir eu des rapports sexuels, selon la Bible, c'est la mère de Jésus. Nous n'y étions pas. Et personne n'y était pour vérifier. Et donc, si vous prenez aujourd'hui des femmes qui se promènent avec des grossesses, c'est qu'elles se promènent avec la preuve d'avoir couché avec un homme. Et c'est difficile de se promener tout le temps avec cette preuve-là tout le temps. C'est ce qui pousse parfois même à l'automédication. C'est l'une des causes de l'automédication. Le fait qu'on a peur de papa, le fait qu'on a peur que quelqu'un nous surprenne. Et parfois même on va jusqu'à vouloir prendre des médicaments pour avorter. Parce qu'on ne veut pas prendre la vie. Des choses, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu une dame à la clinique qui a fait une mauvaise, c'est-à-dire une mauvaise intervention volontaire de grossesse, qui a saigné, dont le taux d'hémoglobine est complètement bas. Et je vous dis, franchement, des cas comme ça, on reçoit presque tous les jours. Alors qu'il suffisait d'aller voir un médecin, un spécialiste, et on s'occupe de son cas. Parfois, même quand vous lui expliquez
le bien fondé de ce qu'elle porte comme grossesse, elle finit par accepter, par être convaincue et puis par garder quoi peu de temps. Donc, les conséquences de l'automédication sont vraiment très énormes. Non, on ne peut même pas les cerner totalement. Il y en a tellement. On retiendra tout simplement, en tout cas l'émission n'est pas encore finie, on retient pour l'instant que l'automédication est à proscrire. Hein, et à bannir totalement. Si on pouvait même sortir ce mot du dictionnaire, cela aurait été encore bon. ce n'est pas possible, hein, parce que ce mot est créé déjà. Alors, auditeurs de la web radio, Jena.info, nous sommes dans votre émission Santé Assure. Le thème que nous abordons en ce jour, c'est l'automédication et ses conséquences. Nous recevons pour vous le docteur Toubia Edgar, généraliste, qui nous en parle en long et en large. Alors, docteur, nous en parlions tout à l'heure. L'automédication antibiotique qui est en code rouge à présent. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que l'antibiotique est carrément proscrit? À ce jour, vous ne pouvez plus vous rendre en pharmacie ou même, je ne sais pas moi, demander juste l'avis d'un pharmacien, acheter un antibiotique pour vous, pour vos enfants. Oui. Ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui a causé cela? En réalité, ce n'est pas maintenant. Ça a commencé depuis longtemps. Enfin, c'est arrivé chez nous il n'y a pas longtemps. Oui. Le problème qui se pose avec les antibiotiques, c'est un autre problème carré. On utilise les antibiotiques pour tuer des microbes. Mais les microbes, les antibiotiques ont été découverts au départ par Fleming. C'est la pénicilline qui était le premier antibiotique à être découvert. Et quand il l'a mis sur pied, on a tué beaucoup de bactéries, beaucoup de microbes grâce à la pénicilline. Ça a marché. Mais avec le temps, c'est comme vous venez tout le temps, vous frappez l'enfant, vous venez tout le temps que l'enfant ait raison ou pas. Quel que soit ce que l'enfant fait, vous le frappez, vous le corrigez, vous le battez tout le temps. À un moment donné, l'enfant va développer une résistance. Même quand vous le frappez, il s'en fout. Il ne pleure même plus. C'est la même chose avec les antibiotiques. C'est la même chose avec les bactéries. Donc, le fait d'agresser les bactéries tous les jours avec les antibiotiques, vous finissez par les rendre habitués, par les habituer à ces antibiotiques. Et vos antibiotiques n'ont plus aucun effet sur ces bactéries. Donc, les découvertes ont continué depuis le temps du docteur Fleming jusqu'en 1985, où on a arrêté de chercher des antibiotiques. Parce qu'on s'est rendu compte que le problème des antibiotiques et des bactéries, c'est une histoire de combat. On va continuer par trouver des médicaments. Les bactéries continuent par... Merci. Continuent par s'adapter. C'est ce qu'on va appeler donc la résistance bactérienne aux antibiotiques. Dans ces conditions, il faut protéger plutôt les antibiotiques que nous avons déjà. Et ça, c'est vraiment important, c'est capital d'ailleurs. Il faut protéger les antibiotiques que nous disposons aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, quand nous prenons par exemple l'amoxicilline, on prescrivait l'amoxicilline, mais à un moment donné, les bactéries ont commencé par sécréter une enzyme qu'on appelle les bêta-lactamases qui détruisent l'amoxicilline. Tu envoies ton amoxicilline, la bactérie sécrète son enzyme et puis détruit ton amoxicilline. Il faut un mi-ami en fait. Non, ce n'est même pas un mi-ami, c'est comme si tu envoies des militaires à la guerre pour tuer l'ennemi, mais l'ennemi aussi fabrique des armes qu'il tire sur vos militaires. Et donc, vous tirez sur l'ennemi, l'ennemi tire sur vous, et vous pouvez mourir, l'ennemi aussi peut mourir. Mais le problème, c'est que vous croyez pouvoir gagner votre guerre en 3 jours, 5 jours, mais vous irez jusqu'à 15 jours, on va même parfois même vous battre, et vous allez revenir à la maison bredouille. Et donc, c'est comme ça les bactéries ont commencé par développer des résistances. C'est ce qui a fait qu'on a sorti par exemple des médicaments comme le Curam, l'Augmentin, c'est ce qu'on appelle les amoxiclaves, des amoxicillines associées à l'acide clavulanique, pour essayer de contourner la réaction donc inverse des bactéries. Et aujourd'hui on se rend compte que ces amoxiclaves aussi commencent par ne plus être efficaces. Ça veut dire que les bactéries ont trouvé un autre moyen pour pouvoir contourner ce médicament qu'on a, cette association qu'on a faite. Finalement, on fera comment pour traiter donc... Justement, c'est la raison pour laquelle il est interdit de faire l'automédication à base d'antibiotiques. On ne va mettre d'antibiotiques que lorsque c'est nécessaire, lorsque la preuve est apportée, lorsqu'on a des vraies preuves qu'il y a une infection bactérienne, c'est en ce moment qu'on va amener l'antibiotique. L'antibiotique n'est même pas utilisé pour traiter les infections virales. Quand quelqu'un fait la grippe, on n'a pas besoin normalement de lui donner de l'antibiotique. C'est pas parce que vous toussez ou bien parce que vous éternuez, vous faites la fièvre qu'on doit forcément vous mettre un antibiotique. Non. L'antibiotique est dirigé contre les bactéries. C'est quand on fait des analyses et qu'on se rend compte que vous développez une infection bactérienne qu'on va vous mettre un antibiotique.
Alors, qu'en est-il maintenant? Comment est-ce qu'on peut savoir, vu que vous avez dit qu'il y a des antibiotiques qui vont, par exemple, faire la guerre avec ces mots que nous avons, comment savoir maintenant, après avoir traité un mal à base d'antibiotiques, que réellement la personne a été soignée, a été guérie? Mais parce qu'il y a les signes. Il y a les signes cliniques qui ont amené le malade. C'est-à-dire, par exemple, tu viens avec la fièvre, des douleurs abdominales, des signes d'un syndrome infectieux. Donc, c'est un ensemble de syndromes qu'on recherche, en fait, qui témoignent ça. Quand on a ces signes-là et qu'on fait des analyses, il y a certaines analyses qui vont permettre, c'est l'importance de faire la NFS. Donc, lorsqu'on fait ce type d'analyse, ça permet d'avoir une idée sur l'existence ou non de l'infection, quel type d'infection, on peut savoir si c'est une infection bactérienne, si c'est une infection virale, on peut le savoir. Également. Son niveau, oui, on peut savoir également son degré, bon, approximativement, on ne peut pas avoir la précision, mais on peut savoir approximativement son degré. Et en fonction de ça, on peut avoir une idée sur quel type d'antibiotique donner. Un médecin aguerri qui maîtrise bien son travail peut faire ces gymnastiques-là et savoir comment faire le tour de passe-passe. Pour certaines pathologies, on peut demander certaines analyses qu'on appelle par exemple l'antibiogramme. On peut demander, on cultive le microbe, on élève ces microbes que tu as amenés, on prélève, on les élève, on les cultive et puis on va essayer de les tuer avec des antibiotiques au laboratoire pour voir quel antibiotique marche le mieux sur votre microbe. C'est ce qu'on va appeler l'antibiogramme. Et avec l'antibiogramme, on sait quel type d'antibiotique vous prescrit, on vous prescrit et les signes vont disparaître. Quand les signes disparaissent totalement, c'est fini, donc on sait que... Mais il y a les règles de l'antibiothérapie. Les antibiotiques, on ne va pas les prendre sur 2 jours, 3 jours et puis s'arrêter. Voilà aussi un autre problème. Vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des médicaments, on vous dit, madame, terminez votre traitement. Vous prenez votre antibiotique sur 3 jours et puis dès que vous avez une amélioration, donc vous laissez. Ah, paf, on le met dans les oubliettes. Ça, je le dis avec connaissance de cause, je sais avec qui je parle. Et donc, ces habitudes sont également à proscrire. On ne doit pas se comporter de cette manière-là. Mais malheureusement, c'est le commun de tout le monde. Et lorsqu'on met aujourd'hui des antibiotiques, on donne donc des conseils par rapport à son utilisation chez donc les patients. Et c'est la raison pour laquelle on refuse systématiquement de vendre des antibiotiques sans ordonnance. Avec toutes ces avec tout ce qu'on a comme problème, qu'on a comme raison, tout ce qu'on a aujourd'hui comme résistance bactérienne. Le problème, c'est que si on continue par vendre des médicaments, c'est-à-dire des antibiotiques en désordre aux gens, on va arriver un jour où les bactéries vont développer des résistances vis-à-vis de tous ces antibiotiques. Et quand les gens seront infectés, on ne saura plus avec quoi les tuer. Voilà. Pas plus tard qu'avant-hier, je discutais avec un vieux père qui a également fait, il n'est pas médecin, mais il a fait dans le corps médical et qui me disait que récemment, il y a une étude qui a prouvé que même les médicaments que nous prenons, que ce soit antibiotiques ou autres, ceux-là que nous n'avons pas pris et qui tombent à terre, dès qu'ils rencontrent, je ne sais pas moi, des virus ou des microbes, ils vont s'associer donc avec ce médicament et commencer par s'adapter à ce genre de médicament. C'est possible cela? Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous prenez, c'est comme l'exemple, vous envoyez par exemple un médicament sur un microbe. Mais vous n'envoyez pas suffisamment de doses pour le tuer en même temps. L'antibiothérapie, on donne l'exemple de guerre avec l'antibiothérapie. Quand vous voulez aller à la guerre, il ne faut pas commencer d'abord par les chicottes. Si vous n'arrivez pas à les vaincre, vous revenez prendre des bâtons. Après, vous allez prendre des poupous. Et puis après, non. Et après, c'est les chars. Si vous avez les chars et que vous savez que l'ennemi qui est devant vous peut vous tuer, si vous ne le tuez pas, tuez-le avec votre char en même temps. Et puis le problème est réglé. C'est ça, en fait, la règle de l'antibiothérapie. C'est-à-dire, lorsque vous voulez tuer un microbe, on ne le tue pas à moitié. À force d'envoyer des choses qui doivent le tuer. Mais si ça ne le tue pas et que la personne arrive à s'adapter, le microbe s'adapte, c'est fini. Ça veut dire que votre antibiotique ne marchera plus jamais sur ce microbe-là. C'est l'exemple peut-être que le vieux père voulait donner en disant, lorsque votre antibiotique tombe à terre et rentre en contact avec des microbes, s'il n'arrive pas à tuer ce microbe, parce que toute la dose n'est pas libérée sur le microbe qui rentre en contact avec ça va essayer de s'adapter. Et si ce microbe s'adapte, ça veut dire que le jour où ce microbe-là va rentrer dans un organisme et que vous allez donner cet antibiotique, ça ne marchera plus. Ça ne marchera pas. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que ça se passe en réalité. Santé Assure en direct sur la web radio Djena, disponible également sur le www.djena.info. Nous recevons pour vous
Aujourd'hui, le docteur Koubia Edgar qui nous parle de l'automédication. Docteur, je crois que nous avons fait le tour de la question. On a touché du doigt presque tous les points essentiels. Mais est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose? Si oui, dites-nous. Bon, oublié de parler, comme je vous le disais au début, l'automédication c'est un débat vraiment qui ne peut même pas tenir en une seule émission. Mais ce que je voulais, là où je voulais attirer l'attention des gens, c'est qu'il vaut mieux perdre 300 francs, ou 500 francs, ou même 5000 francs pour aller en consultation, pour se faire prescrire une bonne... À 5000, monter. Ben, ça dépend si vous êtes assuré, bon là d'accord, mais pour les pauvres, on a les CMS, il n'y a pas voilà, il y a des CMS, il y a des petits centres, il y a des cliniques même où les gens consultent encore à 1000 francs, à 500 francs. Il vaut mieux aller perdre 500 francs ou 1000 francs pour voir un médecin, qu'on vous prescrive des médicaments qu'il faut, plutôt que de s'acheter de la maladie soi-même. Parce qu'en allant, que ce soit au bord de la route, là c'est encore pire. En allant à la pharmacie, en allant donc pour acheter soi-même son médicament, c'est que nous sommes en train d'acheter nous-mêmes notre propre mort. Et pire encore quand c'est au bord de la route. Parce que là, il faut voir aussi les conditions de conservation de ces médicaments. Le soleil, il y a des médicaments qui ne doivent pas être conservés à une température de plus de 8 degrés par exemple. Mais la bonne dame transporte ça sur la tête et se promène dans la nature sous le chaud soleil et vous le prenez. La température va dégrader le principe actif et le principe actif devient toxique dans ces conditions. Vous le prenez et vous risquez donc de mourir d'une insuffisance rénale ou d'une insuffisance hépatique. Alors, acheter un médicament pour peut-être soigner un mal de tête avec du paracétamol ou je ne sais pas quel médicament en pharmacie aujourd'hui, c'est de l'automédication. Et il est donc conseillé de passer par le médecin, avoir l'avis du médecin, se faire consulter au préalable avant donc de se rendre en pharmacie pour acheter ces médicaments. Nous arrivons au terme de cette émission. Docteur Koubia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour en finir aujourd'hui avec ce sujet de l'automédication, puisque nous y reviendrons en long et en large. D'accord. Pour ce soir, mon seul conseil serait de faire un effort pour avoir toujours l'avis d'un percepteur, c'est-à-dire d'un personnel soignant avant. Et comme vous l'avez dit, que chaque foyer, que chaque maison puisse avoir son médecin de famille ou son personnel soignant. Quand on dit médecin soignant, je ne veux pas dire forcément quelqu'un qui a eu le doctorat en médecine. Il peut s'agir d'un assistant médical, il peut s'agir d'un infirmier, il peut s'agir d'un médecin généraliste, d'un spécialiste. Mais il faut avoir quand même un médecin dans chaque famille qui vous suit, voilà, pour tout ce que vous faites, ne serait-ce que pour les petites consultations, c'est-à-dire des petits conseils. Mais dans ces conditions, n'oubliez pas non plus de leur envoyer parfois des flouses ou bien des timonies, parce que là, ils ont fréquenté la consultation en ligne n'est plus payante, ça c'est pas bien. Donc pour pouvoir fidéliser ces médecins et pour qu'on puisse répondre à chaque fois à vos besoins, ce serait bien de trouver des petites astuces quand même pour pouvoir leur payer un peu leurs consultations qu'ils font, et comme ça à n'importe quelle heure quand vous les appelez, ils vont toujours répondre. Le message est clair. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci également à vous chers auditeurs et vous qui nous suivez sur la Web TV Djena. Cette émission Santé Assure, premier numéro, s'achève. Ce fut un plaisir d'être avec vous. On se donne rendez-vous très prochainement. Restez avec nous, les programmes se poursuivent.